Alors, on va commencer maintenant. Alors, on va commencer maintenant la physiopathologie de la dénutrition. Alors, la dénutrition, c'est quoi? Alors, c'est un état pathologique. La dénutrition, c'est pathologique. Donc, c'est un état pathologique qui est provoqué par l'inadéquation. Donc, il y a une inadéquation entre les besoins métaboliques de l'organisme et les apports, et ou alors l'utilisation de ces apports en énergie, en protéines ou en micronutriments. Alors, je m'explique. Donc, à l'état normal, il y a un équilibre entre ce qu'on apporte, le manger, entre les nutriments et les besoins métaboliques de l'organisme. Dans la dénutrition, il y a un déséquilibre entre les besoins métaboliques de l'organisme et ce qu'on lui apporte. Soit les apports, soit l'utilisation de ces apports. Donc, soit que les apports sont insuffisants, soit que l'utilisation de ces apports n'est pas bonne. D'accord? Alors, il en résulte une perte tissulaire qualitative et quantitative, qui est involontaire, bien sûr, et qui va avoir des conséquences délétères sur les fonctions cellulaires. Alors, l'amaigrissement, lui, se différencie de la dénutrition, c'est pas pareil, par son caractère non délétère. C'est une perte pondérale, mais elle n'agit pas sur les fonctions cellulaires. Donc, l'amaigrissement peut être volontaire ou pas. Alors, nous avons deux situations extrêmes de dénutrition. Alors, soit, comme on l'a dit, soit une carence d'apport qui est prédominante. C'est la dénutrition, la malnutrition protéino-énergétique, c'est-à-dire on se nourrit pas bien, on ne donne pas les aliments qu'il faut à notre organisme, soit par accélération du catabolisme, c'est-à-dire soit que l'apport il est bon, mais cependant les apports sont trop utilisés, d'accord, sont utilisés de façon abusive. En général, c'est en réaction à une agression. Et soit l'association de ces deux mécanismes, c'est ce qu'on voit généralement dans les maladies inflammatoires graves, chroniques ou les maladies cancéreuses. Là, la dénutrition est plus sévère. Donc, c'est l'association des deux. Et le peu d'apport qu'on donne, il est utilisé de façon importante. Alors, la dénutrition va retentir en fait, on peut pas accepter parce que vous êtes à 100, vous êtes déjà à 100. Donc, j'ai accepté tout le monde. Hein. J'ai mis en acceptation libre, vous êtes déjà à 100. Donc, le retentissement de la dénutrition va avoir des conséquences cliniques. D'abord, on va avoir une augmentation de la morbimortalité, une altération des fonctions musculaires, une augmentation de la susceptibilité aux infections, donc on devient plus fragile aux infections, plus sujet aux infections, et un retard de cicatrisation. Il faut savoir que notre organisme est fait par 10 à 30% de masse grasse et de 70 à 90% de masse non grasse. Dans cette masse non grasse, on va avoir l'eau extracellulaire à 25%, l'eau intracellulaire à 37%, les protéines à 16% et les minéraux en quantité infime. Alors, 3 mécanismes sont impliqués dans la survenue de dénutrition et nous allons les voir. D'abord, c'est la mobilisation des réserves énergétiques. Donc, quand on apporte des aliments, ils sont transformés en réserves énergétiques. Et là, on va avoir la mobilisation de ces réserves énergétiques. Il va se constituer un déficit protéique lorsque le jeûne se prolonge, lorsque les apports ne sont toujours pas donnés. Et puis, enfin, un déficit en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines et en éléments rares.
Alors, à l'état normal, c'est-à-dire lorsqu'on se nourrit normalement, donc là, on se nourrit, la phase nourrie, on va apporter avec notre alimentation des lipides, des glucides et des protéines. Les lipides vont être stockés dans le tissu adipeux. Le glucose va être donc transformé, stocké dans le foie en glycogène, d'accord? Et il va en contrepartie se transformer en ATP, donc par des réactions enzymatiques en chaîne grâce aux acides aminés. Les protéines donc vont être dégradées en acides aminés qui sont les principaux formateurs des réactions enzymatiques en chaîne, puis stockées dans le muscle, oui, sous forme d'acides aminés ou sous forme de protéines. Les acides aminés seront ensuite stockés dans les viscères sous forme de protéines. Voilà, donc ça c'est la phase normale. Alors la phase de jeûne, c'est-à-dire lorsqu'il y a une diminution ou un défaut d'apport. Alors on a un défaut d'apport, il n'y a pas d'éléments nutritifs. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps va puiser dans ses réserves. Donc il va puiser dans ses réserves lipidiques, dans le tissu adipeux, il va puiser des lipides, donc il va créer une lipolyse pour essayer de produire de l'énergie, et donc les lipides vont être transformés en corps cétonique. Le glycogène donc va se transformer en glucose par la glycogénolyse, on va avoir une dégradation du glycogène en glucose, et les acides aminés aussi vont intervenir dans cette formation en tant qu'enzymes, et puis aussi vont être mobilisés dans les viscères. Et là, au niveau du muscle, il va avoir une dégradation des protéines en acides aminés pour les faire participer aux réactions enzymatiques nécessaires aux fonctions cellulaires. Donc, lorsqu'il y a un jeûne normal, le métabolisme va s'adapter à ce défaut d'apport. Donc, deux moyens importants, qu'est-ce qu'il va faire pour produire de l'énergie puisqu'il n'a plus d'apport? Donc, la néoglycogénèse, donc il va se mettre à fabriquer du glucose à partir du glycogène, donc afin de maintenir une glycémie normale, qui est la source principale de l'énergie. Le tissu adipeux va libérer les acides gras libres qui vont être oxydés en corps cétonique afin d'alimenter les muscles, le myocarde et enfin le cerveau. Et donc là, donc ce sont les deux moyens qu'on a, où le métabolisme va puiser dans ces deux réserves pour essayer d'apporter de l'énergie. Donc l'organisme va essayer de protéger le muscle au maximum, puisque c'est une masse noble, et d'éviter la protéolyse. Donc il va puiser dans le glucose et dans le... Et je vous dis que donc, il va puiser dans le glucose et dans les lipides et essayer de préserver les protéines pour essayer de protéger le muscle. Voilà. Il va finir afin d'éviter la protéolyse. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de la dénutrition protéino-énergétique? Alors, au cours de la dénutrition, on va avoir les deux phases. Même s'il y a des apports, il y a une consommation excessive des réserves. Donc, c'est les deux situations qui sont qu'on observe. Donc, d'abord, on a l'apport, il est là, il est stocké dans les différentes dans les différents endroits de stockage, tissu adipeux, muscles, le foie, mais en même temps, toutes ces réserves vont être utilisées dans les différentes réactions enzymatiques pour produire le maximum d'énergie. Et donc, il va y avoir une mise en place d'un mode de fonctionnement en économie, d'accord? Donc, en économie, on va utiliser les réserves énergétiques par les lipides, toujours en épargnant les protéines pour préserver le muscle. Donc ici, le but, c'est de survivre. Donc là, on a le défaut d'apport.
et, l'adaptation au gène. Par contre, lorsqu'il y a une agression, vous avez une agression quelconque, soit une infection ou là, une maladie, etc. Donc, lorsque vous avez une agression, vous avez besoin de plus plus déjà d'énergie, d'accord, pour combattre. Donc là, on va avoir l'utilisation des réserves lipidiques, l'utilisation des réserves glucidiques pour produire de l'énergie. Mais en contrepartie, on va avoir besoin des protéines et des acides aminés dans l'immunité, puisqu'ils vont intervenir dans les protéines inflammatoires et dans les médiateurs de l'inflammation qui vont donc protéger notre organisme contre l'agression. Donc là, on va avoir ici, en plus des réserves qu'on a vues tout à l'heure, on va avoir l'utilisation des protéines. Donc ici, il y a la mise en place de mécanismes de lutte. Donc tout à l'heure, c'était des mécanismes de protection, et là, on va avoir des mécanismes de lutte contre l'agression. Donc avant, c'était une adaptation, mais maintenant, c'est la lutte. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va toujours utiliser nos réserves énergétiques, qui sont les lipides et les glucides, mais là, on va en plus utiliser les protéines pour l'utilisation dans l'activation des cellules immunitaires. Et ici, le but de l'organisme, c'est de combattre l'agression. Donc, c'est différent. Ici, tout à l'heure, on était dans l'adaptation, donc on allait quand même préserver les protéines. Mais là, il y a une agression, donc on va mettre toutes les réserves pour essayer de combattre cette agression, y compris les protéines, aux dépens de la masse musculaire. Donc, lors de l'agression, par exemple une infection, on va avoir une insulinorésistance à cause des cytokines inflammatoires et des hormones de stress. Les adipocytes du tissu donc graisseux va libérer les acides gras libres et du glycérol, donc qui vont aussi être utilisés pour l'énergie et pour la néoglycogénèse au niveau hépatique, mais aussi mais dans ce cas, le muscle va aussi être sollicité pour libérer les acides aminés, puisque ce sont les acides aminés qui constituent les enzymes qui permettent ces différentes transformations. Et donc, la différence majeure par rapport au jeûne normal, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une cétogénèse, production de corps cétonique qui va être peu importante par rapport au jeûne, puisqu'il y a un hyperinsulinisme, mais en contrepartie, on va avoir un catabolisme musculaire plus important qui va compenser, et donc on va puiser dans la masse maigre, c'est-à-dire dans le muscle, ce qui va entraîner un déficit protéique. Et comme vous savez, les protéines sont très importantes puisqu'elles interviennent dans toutes les réactions enzymatiques de l'organisme, contrairement au glucose et aux lipides. Donc ça, c'est vraiment la phase un petit peu extrême ou d'exception. Donc là, on va plus pouvoir préserver les protéines, mais on va les utiliser pour combattre l'infection. Alors, on va avoir une augmentation de la synthèse hépatique des protéines, on l'a vu à la phase aiguë, puisqu'on va fabriquer les médiateurs de l'inflammation, qui en fait, ce sont des protéines à la base, donc du fibrinogène, de la CRP. On va avoir une augmentation de la protéolyse musculaire, donc on va avoir une dégradation des protéines qui sont stockées au niveau du muscle pour les utiliser comme médiateurs inflammatoires, et une augmentation de l'excrétion urinaire d'azote, qui est le déchet des protéines, et donc on va avoir une balance azotée négative. Alors, à côté de ça, à côté des protéines, des lipides et des glucides, on va aussi avoir un déficit des nutriments. Et il faut savoir que ces micronutriments sont très très importants, ils sont déjà rares, très peu présents dans l'alimentation, mais très importants, comme le zinc qui intervient dans la cicatrisation, dans l'anabolisme, dans la fonction thyroïdienne ou immunitaire, le sélénium qui est un antioxydant et qui a un rôle dans l'immunité,
Les vitamines du groupe B qui entraînent dans la carence, va entraîner des neuropathies et des anémies, mais aussi une encéphalopathie carentielle. Alors, il y a une forme particulière, c'est la dénutrition au cours du cancer. La dénutrition au cours du cancer, elle associe les deux composantes, c'est-à-dire un défaut d'apport à cause du syndrome cachexie qui va entraîner une perte de poids, des nausées, une perte d'appétit, une dépression, une anxiété, une modification du goût et de l'odorat. Donc, on va avoir un défaut d'apport d'une part, et d'autre part, on va avoir une augmentation du catabolisme, puisque le cancer est considéré comme une agression. Donc la dénutrition, dans ce cas, elle est très fréquente, elle est retrouvée dans 20 à 60% des cas lors du diagnostic du cancer. Elle est souvent corrélée à l'extension de la maladie et elle a sa propre valeur pronostique puisqu'elle peut être responsable de 20% de décès. Alors, comment reconnaître une dénutrition? La dénutrition doit être évoquée sur la présence d'un ou de plusieurs de ces critères cliniques et biologiques. Alors, on a deux catégories, les plus de 70 ans et les moins de 70 ans. Et pour chaque cas, un seul critère suffit à faire le diagnostic de la dénutrition. Donc, une perte de poids supérieure à 5% en un mois ou à 10% en 6 mois. Un IMC, donc un BMI inférieur à 18 et une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes, signée la dénutrition modérée. Si vous avez une perte de poids de plus de 10% en un mois ou de plus de 15% en 6 mois, une hypoalbuminémie sévère, moins de 20 grammes, ou un BMI très bas, là c'est une dénutrition sévère. Chez les plus de 70 ans, les critères sont plus importants et donc les valeurs sont revues à la hausse puisqu'il est déjà, ces réserves musculaires sont déjà diminuées. Alors, quels sont les critères objectifs de l'efficacité nutritionnelle pour dire que quelqu'un est bien nourri? Donc, d'abord, c'est les paramètres anthropométriques, c'est-à-dire le poids, la taille, le BMI, un bon pli cutané, la circonférence du muscle brachial, le CMB. Ensuite, la composition corporelle, c'est-à-dire l'impédance métrie, qui est un appareil qui permet de calculer au niveau du corps la masse grasse et la masse maigre. La masse maigre qui est la plus importante et qui se trouve au niveau du muscle. Et cette masse maigre, l'IMC c'est l'index de masse corporelle, c'est le BMI. Body Mass Index. C'est le poids sur la taille au carré. D'accord? Le BMI Body Mass Index, où là, le CMI, l'index de masse, l'IMC, c'est l'index de masse corporelle et c'est le poids sur la taille au carré. Voilà, merci. Donc, l'impédance métrique, comme je vous l'ai dit, il y a des appareils ou des balances qui permettent de calculer la masse maigre et la masse grasse. Et c'est la masse maigre qui nous intéresse et qu'on veut préserver à tout prix, c'est-à-dire au niveau du muscle. Les signes cliniques, ce sont l'existence d'œdème et la fente musculaire. La fente musculaire, pourquoi? Parce qu'on va à long terme puiser dans le muscle pour dégrader les protéines, comme on l'a vu. Et les œdèmes, c'est lorsqu'on utilise les protéines, on va avoir une hypoalbuminémie, une diminution de la pression oncotique qui va être responsable d'œdème. Les protéines plasmatiques aussi, on a vu l'albumine et la préalbumine, nous allons avoir une hypoalbuminémie. Et les fonctions musculaires, la force musculaire va diminuer puisque le muscle devient plus faible, donc il y a une fente musculaire et donc une diminution de la force musculaire. Alors, il y a deux formes de dénutrition qu'il faut reconnaître, le marasme et le kwashiorkor. Le marasme, c'est une forme, vous avez vu ça en pédiatrie, normalement vous allez voir ça en pédiatrie plus tard. Donc le marasme, c'est une forme de dénutrition chronique et progressive, puisque ce sont des malades qui sont dénutris. Donc
Donc, ça survient progressivement, ils sont minimés, et des œdèmes de carence progressive avec une agression secondaire à la maladie et une cachexie. Comment prendre en charge une dénutrition? Donc, si vous faites le diagnostic d'une dénutrition, comme je vous l'ai dit, si le diagnostic est positif, alors s'il est négatif, il faut continuer à surveiller le poids une fois par semaine. S'il est positif, si votre apport est supérieur à 60% des besoins, donc là, c'est la dénutrition modérée. Alors, vous donnez quelques conseils diététiques, vous enrichissez l'alimentation, vous donnez des compléments alimentaires et vous surveillez. Si votre ingesta, c'est-à-dire les apports sont inférieurs à 60% des besoins nécessaires, ça c'est une dénutrition sévère et là, il faudra réalimenter. Soit nutrition entérale, il y a des composants qui sont disponibles pharmaceutiques, soit nutrition parentérale, c'est-à-dire à travers une veine, donner tout, apporter tous les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les acides aminés, les oligo-éléments, etc. Mais il faut toujours privilégier la nutrition entérale, c'est-à-dire par voie orale à chaque fois que possible, et garder la nutrition parentérale que dans les cas où lorsque vous ne pouvez pas utiliser la voie orale, c'est-à-dire si le patient est inconscient, ou là si vous avez une dénutrition, ou si vous avez des vomissements, etc. Donc en conclusion, les états de dénutrition sont responsables d'une perte protéique qui augmente la morbimortalité. La carence d'apport va entraîner, comme je vous l'ai dit, une adaptation d'abord pour la survie et épargner les protéines au maximum. Mais lorsque l'on a une agression, à ce moment-là, on va quand même utiliser le capital protéique afin donc de protéger notre organisme et donc de le défendre, et donc aux dépens de la masse musculaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a encore quelques minutes pour les questions, si vous voulez. Est-ce que vous avez compris la physiopathologie de la dénutrition? Il y a Hedil qui veut toujours, oui. Pourquoi on n'utilise pas les corps cétoniques dans l'agression? Non, non, non. Alors, au cours de l'agression, comme je vous l'ai dit lors de l'agression, on utilise tout. D'accord, on utilise et les lipides, et les protéines, et les lipides, et les protéines, voilà. Donc, on va utiliser et les lipides, y compris les corps cétoniques, et les protéines, et les glucides. Alors, la différence par rapport au jeûne, c'est-à-dire que c'est juste que la production d'acide de corps cétonique va être moins importante parce qu'il y a un hyperinsulinisme, d'accord? Et là, on va plutôt puiser dans les protéines, voilà. Mais les lipides sont aussi utilisés. La différence entre l'amaigrissement et la dénutrition, comme donc on l'a vu, voilà. La dénutrition, je vous ai dit, c'est une perte tissulaire quantitative et qualitative, et donc on va puiser dans les réserves de l'organisme, et donc on va l'affaiblir. L'amaigrissement, donc on a une perte de poids, mais qui va pas retentir sur les fonctions cellulaires. D'accord? Ça ne va pas entraîner une pathologie, c'est pas pathologique. Mais un amaigrissement important va être considéré comme une dénutrition. Amaigrissement, c'est pas lorsque vous avez une perte importante, comme on l'a vu, un BMI inférieur à 18, on est dans la dénutrition, pas dans l'amaigrissement. Mais lorsque vous perdez 2-3 kilos, c'est pas grave, ça va pas retentir sur les fonctions cellulaires. Par contre, la dénutrition, si, ça va avoir un effet délétère sur l'organisme et sur les fonctions cellulaires. Est-ce que tu as compris, Mariam? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Est-ce que vous avez d'autres questions? J'attends encore un petit peu. Vous n'avez pas compris les mécanismes de lutte contre les agressions. Alors, comme je vous l'ai dit, quand il y a une agression, à l'état normal, alors quand il y a un défaut de gène ou un gène normal et tout, on va puiser de l'énergie dans les réserves lipidiques et glucidiques, mais on va préserver le muscle. D'accord? Mais lorsqu'il y a une agression, on a besoin des cellules de l'inflammation, des médiateurs de l'inflammation et des cellules immunitaires et des médiateurs pour assurer l'immunité. Et toutes ces cellules de l'inflammation et ces cellules de l'immunité sont en fait à l'origine des protéines. Donc ces protéines, elles interviennent dans l'immunité. Et donc lorsqu'il y a une agression, on va mobiliser le maximum de protéines pour les utiliser pour défendre l'organisme, pour les utiliser comme médiateur de l'immunité. Est-ce que vous avez compris maintenant? Merci Tinhinen. Aderti, est-ce que vous avez compris? Très bien. Il y a parfois une perte de poids à différentes causes. Alors, attendez. Il y a parfois une perte de poids à différentes causes, par exemple l'hyperthyroïdie. Est-ce que c'est une dénutrition? Alors non, comme je vous ai dit, la dénutrition répond à des critères. Je vous ai expliqué les critères. Si vous avez un BMI inférieur à 18, une hypoalbuminémie, une perte de poids supérieure à 5% ou à 15%, ce sont les critères de dénutrition. Les critères de dénutrition sont clairs. Si vous avez l'association de ces critères ou au moins un de ces critères, c'est une dénutrition. L'amaigrissement, c'est autre chose. C'est une perte de poids. Voilà. J'ai une autre question. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nedjiba? Si vous pouvez réexpliquer les deux types de dénutrition parce qu'il y avait un problème de connexion. Ok. Les deux types de dénutrition, c'est-à-dire la dénutrition sévère et modérée, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Donc ça, c'est les critères de dénutrition, à moins que vous parliez du marasme et du kwashiorkor. C'est ça? Donc le marasme, c'est une forme de dénutrition, mais qui est chronique. C'est la famine, c'est un défaut d'apport qui est lent dans le temps. Il y a un défaut d'apport qui est lent dans le temps. Et donc ici, l'albuminémie reste normale parce qu'il y a une adaptation progressive. D'accord? Le kwashiorkor, ici, on le retrouve chez les enfants africains. C'est chez les enfants qui sont nourris au sein, qui sont plus nourris au sein. Ici, il va y avoir une hypoalbuminémie. Et cette hypoalbuminémie va être responsable d'œdème et donc de maladies. Puisque, je vous l'ai dit, l'albumine, elle provient des protéines et les protéines interviennent dans les fonctions cellulaires, dans l'immunité, dans les défenses de l'organisme. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Nous avons encore 2 minutes pour les questions. Alors, profitez-en. Merci. Alors, vous n'avez plus de questions? Très bien. Alors voilà, merci. Merci de votre attention. Si jamais vous avez des interrogations ou des questions, vous pouvez toujours me les poser, votre délégué à mes coordonnées. D'accord, je suis disponible pour vous répondre. Merci à tous de m'avoir écouté et voilà, je vais envoyer les deux cours, soit votre délégué par mail, il va vous les diffuser, soit sur la plateforme à votre responsable de module ou les deux à la fois. Voilà, donc je vais essayer de vous envoyer ça ce soir. Votre délégué se chargera de vous les transmettre.
Entre-temps, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter directement, votre délégué, à mes coordonnées. Voilà, merci tout le monde, bonne soirée à tout le monde et à très bientôt.